This podcast is brought to you by HEC Paris. Merci beaucoup. Alors effectivement, je vais jouer le rôle du banquier, après une vision un petit peu nouvelle sur l'innovation et puis cet éclairage sur les brevets extrêmement intéressant. Moi, je suis plutôt spécialiste évidemment du financement de l'innovation avec des enjeux majeurs qui sont d'arriver à trouver des moyens, des nouveaux instruments pour financer ce qu'aujourd'hui nous ne finançons pas. Alors, j'ai préparé cette présentation un petit peu en deux parties. Une première partie autour de ce qui existe aujourd'hui, parce que je pensais que c'était important que vous ayez une vision un petit peu globale de ce qui existe aujourd'hui en termes de financement de l'innovation. Et puis, juste après, quelques perspectives, en particulier dans le cadre des travaux qui sont menés par la Commission européenne donc pour le nouveau programme cadre, qui est un programme cadre qui va démarrer en 2013 et qui devrait, nous l'espérons, comporter des instruments un petit peu différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Alors, on fait avec le pointeur ou pas? Oui, on va essayer le pointeur. Voilà. Donc, en France et en Europe, de manière générale, on a trois catégories de financement, finalement, des entreprises qui innovent. Le premier dispositif, je l'ai mis en premier parce que c'est un dispositif extrêmement important en France. Ce sont les aides indirectes, ils sont essentiellement des aides fiscales. Et en France, on connaît bien le poids, j'y reviendrai tout à l'heure, du crédit impôt recherche, du statut de la jeune entreprise innovante, même si c'est beaucoup moins important. Je vous donnerai quelques éléments quantitatifs dans 2 minutes, et qui sont essentiellement gérés par des services fiscaux. Donc chaque entreprise envoie ses projets, finalement, envoie ses montants financiers, et les entreprises, les régimes, les systèmes fiscaux, les services fiscaux, effectivement, évaluent. Alors, je ne sais pas si c'est 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 10, les projets, quelquefois quasiment tous les projets, pour en sélectionner un certain nombre. Mais a priori, si vous voulez, c'est un guichet qui est totalement ouvert. À côté de ce guichet totalement ouvert, figurent ce qu'on appelle les aides directes. Ce sont des aides qui sont finalement sélectionnées, soit par exemple comme à l'ANR, sous forme d'appel à projet. C'est aussi le cas des investissements d'avenir. Chaque programme fait l'objet d'un appel à projet, ou de manière plus fluide, je dirais, au fil de l'eau. Et c'est effectivement le cas de ZEO, des programmes de ZEO, des programmes de l'ADEME, ou des programmes d'un certain nombre de régions. Et puis, à côté de ça, évidemment, il ne faut pas oublier les fonds propres. Alors, j'en parlerai relativement peu parce que ce n'est vraiment pas mon métier. Et en France, vous avez la Caisse des dépôts et consignations, des fonds privés, des fonds d'entreprise, des fonds d'école maintenant, qui contribuent effectivement à accompagner des entreprises, en particulier des entreprises innovantes, dans leur phase de déploiement de leurs projets. Alors, à côté de ces financements, évidemment, et je crois que c'est extrêmement important de l'avoir en tête, c'est qu'il est nécessaire d'avoir des aides à l'accompagnement, c'est-à-dire des entités, des agences, des personnes qui accompagnent effectivement les projets innovants, pour évidemment identifier, mais aussi diminuer les risques. Je reviendrai dans 1 minute là-dessus. Alors évidemment, on y trouve les incubateurs, les pépinières, les réseaux d'accompagnement, France Initiative par exemple, ou Entreprendre, et puis plus récemment, 2005, les pôles de compétitivité, qui font un travail très important d'ingénierie de projet et qui permettent de finalement essayer de challenger finalement ces projets afin d'identifier leur capacité à être menés de bout en bout. Alors, les aides indirectes en France, il y a d'abord le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche, c'est des projets de recherche, développement, innovation. Je ne rentre pas dans les détails, ça recouvre l'ensemble de ce qu'on appelle le manuel de Frascati, qui est un recueil finalement et qui a été élaboré par l'OCDE, donc qui est commun à la plupart des pays développés.
et qui définit finalement qu'est-ce qui rentre dans le cadre de ce crédit impôt recherche. Ici, vous avez les montants, c'est des montants absolument considérables, ça finance 30% des dépenses, en gros, des montants considérables puisqu'on atteint 4 milliards d'euros en 2008. Les chiffres ont toujours 3 ans de retard, 2 ans de retard, ce qui est vraiment d'ailleurs un problème pour les économistes en particulier. Mais on va avoir encore une augmentation, je pense, jusqu'à 5 milliards d'euros. Et vous voyez ici que les PME indépendantes tirent leur marron du feu quelque part, puisqu'elles représentent donc 2/3 des entreprises qui bénéficient de ce crédit impôt recherche pour près de 850 millions d'euros. Voilà. Caractéristiques du crédit impôt recherche qui sont bien connues, mais il me semblait que c'était important de le redire. Alors, le statut de jeunes entreprises innovantes qui a subi un certain nombre de modifications qui ont fait couler pas mal d'encre sur des spécialistes d'accompagnement donc de ces entreprises innovantes, eh bien, concerne des entreprises qui sont indépendantes de moins de 8 ans et qui réalisent finalement 15%, dont l'activité de R&D représente 15% de l'activité globale, donc une activité significative. Et ça joue essentiellement sur l'exonération des charges salariales, donc avec un système de décroissance qui a été donc remis en cause partiellement par la loi de finances initiale donc de 2011. Vous voyez que c'est un montant relativement faible, mais bon, important quand même, une centaine de millions d'euros par an. Alors, à côté de ces aides indirectes, on va trouver des aides directes à l'innovation, comme je le disais tout à l'heure, qui vont travailler directement sur les projets. Donc, vous avez les projets de recherche, bien évidemment, en amont, qui sont financés essentiellement sous forme de subventions. Aujourd'hui, les projets collaboratifs sont aidés en grande partie par l'ANR. Et puis ensuite, vous allez trouver, en fonction du degré de maturité finalement par rapport au marché du projet, des moyens différenciés. Donc sur les phases amont, faisabilité des projets en particulier, des subventions. Sur les phases de développement, plutôt des avances remboursables ou des prêts à taux nul, qui sont des avances remboursables en tout état de cause, on va dire. L'avance remboursable, qui est quelque chose d'assez spécifique à la France, parce que finalement, il y a relativement peu de pays qui ont ce type d'aide. Donc, l'avance remboursable d'Oseo, en particulier, c'est une avance remboursable en cas de succès, c'est-à-dire que l'entreprise ne rembourse que si le résultat de son projet est un succès, à la fois un succès technique, mais surtout un succès commercial, puisque parmi l'ensemble des échecs que nous voyons, à peu près 50% d'échecs, grosso modo, sur l'ensemble des projets en volume, eh bien, sur 50% d'échecs, on en a 60% qui sont des échecs commerciaux, c'est-à-dire que le projet n'a pas atteint son marché. Et puis alors sur les phases les plus aval, on va dire, en particulier sur les phases de lancement industriel et commercial, sur les phases de production et de lancement commercial, eh bien on va retrouver essentiellement des financements bancaires, de type bancaire, ce qui pose d'ailleurs un problème très important parce que les banques, évidemment, ont des critères de sélection des aides et en particulier de ces prêts qui sont de plus en plus chers en fonction du risque, évidemment, et de plus en plus chers en fonction de la solidité de l'entreprise. Et donc là, il y a probablement des choses à faire dans cette direction-là. Alors ici, je vous ai présenté les différents programmes d'Oseo, mais pour aller très très vite, vous voyez qu'on a de plus en plus de programmes qui sont des programmes collaboratifs. La majeure partie des moyens, donc pour vous donner une idée, nous avons un budget d'intervention en 2011 chez Oseo qui est de 750 millions d'euros. Sur ces 750 millions d'euros, eh bien, seulement 250 sont pour des projets individuels. Les projets individuels sont des projets menés par une seule entreprise.
Tout le reste, ce sont des projets collaboratifs, ce qui est quelque chose qui émerge de façon extrêmement forte. Alors, l'intérêt évidemment du collaboratif, c'est qu'on se met ensemble pour partager un certain nombre de risques. L'inconvénient, c'est qu'on rajoute un risque essentiel qui est le risque de management du projet. Voilà, alors je vais accélérer un tout petit peu. Ici, vous avez la répartition finalement des financements de l'innovation dans les PME en 2008. Malheureusement, comme toujours, on a les chiffres 2 ans après. Donc, le total du financement des PME, financement de l'innovation dans les PME, c'est près de 2 milliards d'euros. Et vous voyez que le crédit impôt recherche occupe une place extrêmement importante, quasiment 50%. Et puis, vous avez la répartition ici en fonction des différents programmes. Mais les planches seront disponibles, bien entendu, pour vous. Alors, le soutien à l'innovation, pour nous, chez Oseo, et je pense pour la plupart des agences européennes, c'est d'une part d'insister sur le market pool, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser plutôt à tirer vers le marché ou tirer du marché les résultats de la recherche, de manière générale, qu'elle soit industrielle ou de la recherche publique, plutôt que de pousser les organismes de recherche, et je l'ai fait pendant des années, évidemment, essayent de pousser vers le marché les résultats de la recherche. Nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment on peut utiliser les besoins du marché, les besoins potentiels, bien évidemment, pour pouvoir tirer vers le marché l'ensemble des résultats de recherche. Donc, essentiellement, 2 axes extrêmement importants. C'est d'abord partager, accompagner les entreprises donc, dans la définition de leur projet, de faire de l'ingénierie à la fois du projet et l'ingénierie financière, et puis partager les risques essentiellement au niveau financier. Voilà, et faire émerger, etc. Bon. Alors, les dimensions de risque que nous évaluons, je crois que c'est très important d'arriver à comprendre qu'un projet d'innovation ne peut être financé que si on a évalué finalement plusieurs dimensions. Ce n'est pas seulement la dimension technologique, il ne s'agit pas seulement de faire un produit, je dirais un produit qui marche, une molécule qui fonctionne. Il faut aussi que le marché puisse être capable de l'accepter, et on connaît des tas d'exemples de projets exceptionnels, géniaux, qui n'ont jamais trouvé leur marché. Comme je le disais, 60% des échecs. La troisième dimension, c'est la dimension propriété industrielle. On en a parlé tout à l'heure. Il faut que l'entreprise arrive dans un contexte suffisamment sécurisé pour pouvoir finalement mener son projet de bout en bout et surtout pouvoir l'exploiter dans un milieu suffisamment sûr. La dimension financière, c'est est-ce que l'entreprise va être capable effectivement de porter le projet de bout en bout, et on voit dans les pôles de compétitivité des projets mais insensés avec des entreprises à qui finalement on a proposé de participer à ces projets et qui sont totalement incapables de porter le projet parce que financièrement, on sait bien qu'elles ne pourront pas mettre les moyens nécessaires, que ce soit financier ou que ce soit humain, pour le faire. Évidemment, la dimension stratégique et dimension incitative, et puis la dimension managériale, sur laquelle je voudrais insister juste une minute, parce qu'il est essentiel que les projets, finalement, soient menés dans un cadre avec un management de projet qui soit à la hauteur. Alors, je vais passer les investissements d'avenir qui n'ont peu d'intérêt pour arriver, finalement, à des besoins pour l'avenir. Ce qui nous semble extrêmement important, c'est qu'on puisse arriver à mettre en place des mesures qui soient simplifiées. Je pense qu'il est essentiel que l'industriel, le PME en particulier, puisse trouver un environnement clair et simple pour son projet, avec une analyse. Alors j'ai une planche ici, Simplicity, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle sait que finalement, sur la partie faisabilité, elle va avoir la possibilité de pouvoir avoir des subventions et puis des produits qui sont de plus en plus impliquants finalement financièrement pour l'entreprise au fur et à mesure de l'approche du marché. Des processus qui soient clairs et sûrs. Je veux dire, on voit de plus en plus d'entreprises, et on le sait, courir d'un guichet à l'autre. Et pour nous, c'est extrêmement important d'arriver à avoir des processus les plus clairs et les plus sûrs possibles, en particulier sur les données de l'entreprise, qui est un grand problème qui a été soulevé lors des
des pôles de compétitivité, des projets des pôles de compétitivité, où finalement tous les projets passaient sur Internet. Et on sait que Internet a des vertus formidables, mais aussi a un inconvénient, c'est que c'est finalement une vaste plateforme d'information et d'échange. Et donc ça met ces données d'entreprise finalement en grand danger. Alors, une très grande réactivité entre le dépôt du projet et le financement. Et ça, c'est quelque chose qu'on porte aussi à l'Europe, parce qu'on considère que mettre plusieurs mois, voire près d'une année, voire plus d'une année, entre le moment où l'entreprise dépose son projet et le moment où le projet est effectivement sélectionné, c'est beaucoup trop long. Il faut absolument accélérer le processus pour le mener à entre 3 et 6 mois, je dirais, maximum. Et puis surtout, une prise en compte du projet tout au long de son développement, avec, comme je le disais, des moyens éventuellement diversifiés en fonction de l'état de maturité du projet. Et puis le dernier point qui me tient de plus en plus à cœur, c'est d'arriver à comprendre comment on peut demain financer ces projets qui sont des projets d'innovation non technologique, qui sont des projets d'innovation de service, qui sont des projets d'innovation de marketing. Donc Christophe en a un petit peu parlé tout à l'heure, et qui finalement ne sont pas des projets qui sont financés de façon naturelle, je dirais, dans tous les dispositifs dont nous avons à notre disposition. Alors, je vais terminer pour dire donc voilà, donc les trois, je dirais, slogans, je veux dire que j'essaye de pousser dans le cadre du nouveau programme européen. Donc simplicité, sécurité et rapidité, speed en anglais. Pour un meilleur effet de levier, donc en mobilisant évidemment les moyens nationaux et puis en entraînant les banques et les investisseurs qui pourraient apprendre de mieux en mieux à évaluer finalement ce qu'est un projet d'innovation. Voilà, donc un programme unique dédié aux PME. Donc ça, c'est un petit peu les différents éléments de notre réponse au livre vert qui est en cours. Un investissement sur les phases amont, avec une coopération étroite avec le capital risque, un accompagnement qualifié des phases de R&D et d'innovation, la prise en compte de la mise sur le marché, des produits d'accompagnement à l'international. Je pense que c'est extrêmement important, ça fait partie de la mise sur le marché. L'international est évidemment naturel pour l'ensemble des entreprises innovantes. Malheureusement, on a encore beaucoup trop d'entreprises innovantes pour lesquelles c'est vraiment un problème de s'installer à l'international. Donc il y a vraiment un travail important à faire dans cette direction-là. Et puis une meilleure coopération entre les programmes nationaux et européens. Voilà. Please visit us at www.agc.edu.